guerre d'Horus, le fils favori, déchira l'humanité. Et avec elle, sa plus précieuse forge, Mars. La planète rouge, berceau technologique des armées impériales, mais, peu le savent, pas l'unique puissance technologique du système Sol. Plus de 200 ans avant l'hérésie, alors que les guerres d'unification venaient tout juste de s'achever, la grande croisade, le grand œuvre de l'empereur, la reconquête d'une galaxie, débutait. Tandis que ses armées prenaient d'assaut Saturne et Jupiter, le maître de l'humanité prit secrètement la route de l'une des nombreuses lunes du secteur, la lune Phoébé. Le satellite abritait une très ancienne cabale, exilée de Mars avant l'ère des luttes. Les archives ne révèlent rien ou presque de ses membres. Ces derniers conclurent un pacte avec l'empereur. Phoébé fut déclarée hors du champ d'application du traité d'Olympus et donc indépendante de la hiérarchie martienne, mais aussi, et c'est un cas peut-être inédit dans la galaxie, sous protection directe du souverain de Terra. Les conditions de cet accord permettaient aux enclaves technologiques phoébiennes de conserver leur isolement au sein de l'Imperium, mais exigeaient le versement d'une dîme. Cette dîme imposait aux forges de Phoébé de fournir et de garantir le bon fonctionnement d'une sélection d'armements et d'armures conformément aux spécifications de l'empereur. Des équipements d'une qualité inégalée dans la galaxie, destinés à ces jeunes légions de Space Marines. Sous le regard du maître de l'humanité, allaient bientôt naître les premières armures saturnines. Games 30K. Les créations les plus répandues de Phoébé étaient des armures de combat lourdes qui avaient d'abord été distribuées aux légions de Space Marines peu après la fin des guerres d'unification sur Terra. Ces armures suivaient un modèle dérivé de l'âge de la technologie, destiné aux combinaisons de protection utilisées pour travailler à l'intérieur des réacteurs à plasma. Les enclaves technologiques de Phoébé, dont les arts s'étaient depuis longtemps éloignés du canon technologique martien, avaient la capacité unique de créer de nouvelles merveilles technologiques à partir de ces données anciennes. Grâce à cette capacité, les descendants de Phoébé se virent confier la responsabilité exclusive de concevoir un nouveau modèle d'armure pour répondre aux besoins des légions grandissantes de l'empereur. L'empereur n'avait pas besoin d'outils anciens, mais désirait plutôt de puissants instruments de conquête et de guerre. Phoébé lui offrit l'armure Terminator saturnine. Caractérisée par ses immenses épaulières et ses générateurs de boucliers intégrés, l'armure Terminator saturnine était quasiment impénétrable par les obus et les balles et intrinsèquement résistante aux armes à énergie grâce aux propriétés supérieures des matériaux rares et exotiques utilisés pour sa fabrication. Son volume imposant et son étanchéité protégeaient son porteur des effets néfastes des radiations concentrées. Sa conception intégrait également un réacteur compact et très efficace, capable de générer bien plus d'énergie que nécessaire au seul système de propulsion de l'armure. Cette énergie excédentaire pouvait être stockée dans une matrice de condensateur à la demande du porteur et facilement redirigée pour répondre aux pics de consommation lors des opérations les plus exigeantes, notamment celles impliquant un arsenal fourni par les Phoébiens. Parmi ces armes, dont plusieurs étaient le fruit d'innovations phoébiennes catalysées par l'intervention de l'empereur, figuraient des armes de bombardement à plasma, des broyeurs à particules et des armes de mêlée superpuissantes aux proportions gigantesques. Technologie radicalement différente,
l'armure Terminator Saturnine n'avait rien de commun avec les autres équipements des légions et était hors du champ de compétences des technoprêtres farouchement attachés aux normes martiennes. La maintenance et les réparations étaient donc exclusivement assurées par les attachés phoébiens de chaque force de combat de la Légion. Des êtres encapuchonnés et mystérieux dont la présence pouvait intimider du fait de leur proximité avec le maître de l'humanité. Afin de prouver leur loyauté envers l'empereur et de s'assurer sa protection continue, les enclaves technologiques de Phoébé furent tenues de se conformer à un décret d'approvisionnement. Celui-ci exigeait principalement des quotas de fabrication d'armures saturnines, mais obligeait également les Phoébiens à divulguer intégralement leurs futures découvertes et avancées technologiques par l'intermédiaire de leur émissaire auprès du trône impérial. Tout manquement à ce décret entraînerait la dissolution du pacte entre les deux parties et la disgrâce de Phoébé. Malgré les difficultés liées au déploiement et à la maintenance de la technologie saturnienne au sein des arsenaux impériaux, chaque légion Astartes s'était habituée à l'armure Terminator Saturnine, la considérant comme un atout précieux pour remporter la victoire sur le champ de bataille. Les commandants des légions, à l'avant-garde de la Grande Croisade, avaient édicté de nouvelles doctrines de combat fondées sur la capacité de leurs escouades saturnines à faire face aux tirs ennemis les plus nourris, à progresser et à briser les lignes grâce à la puissance à courte portée de leurs propres armes. Dans d'autres situations, les Terminators saturnines s'étaient révélés inestimables en défense. L'endurance conférée par les systèmes améliorés et la protection ablative de leurs armures leur permettaient de tenir bon au milieu d'innombrables hordes de xénos inférieurs dont le venin et les griffes acérées étaient repoussés par leur blindage impénétrable, même après des jours et des nuits de combat incessants. Après la soumission forcée des mondes les plus belliqueux ou résistants, ou même l'éradication de ces populations, des guerriers en armure saturnine émergeaient souvent des amas de cadavres ennemis, leurs armoiries illisibles recouvertes par les litres de sang versés au nom de l'Imperium. Ailleurs, les anciens commandants de la Légion confiaient à ces guerriers d'élite des missions périlleuses, traquer et anéantir les ennemis les plus imposants et les plus dangereux. Dans ces batailles, ils avaient exploité au maximum la technologie saturnine, employant les configurations d'armes les plus puissantes, mais aussi les plus instables, et poussant les systèmes de leurs armures forgées par Phoébé jusqu'à leurs limites. Ces engagements s'étaient toujours révélés les plus meurtriers. Un lourd tribut de Terminator était payé, mais d'autres viendront prendre leur place. Quant à ceux qui revenaient victorieux, leurs armures, usées et abîmées par les rigueurs de la guerre, nécessitaient une restauration urgente. Dans de tels cas, les précieuses armures saturnines étaient remises aux techniciens phoébiens pour réparation et remise en état, une tâche dont eux seuls étaient capables. Au fil de la Grande Croisade, la demande d'assistants phoébiens au sein des flottes expéditionnaires augmenta jusqu'à dépasser leurs effectifs limités. De nombreuses flottes conservaient des stocks d'armures Terminator saturnines endommagées ou hors d'usage, récupérées sur le champ de bataille et mises en stase par leurs serfs dans l'attente du retour de la flotte dans le système solaire pour les faire réparer, ou pour rencontrer et embarquer des membres de l'enclave technologique phoébienne capables de les remettre en état de marche. Ce taux d'attrition avait affecté chaque légion à des degrés divers au fil de la Grande Croisade. Ainsi, lorsque les primarques furent découverts et réunis à leurs légions respectives, ils se familiarisèrent plus ou moins avec le déploiement des armures Terminator saturnines au combat. Horus, le premier retrouvé, avait sans aucun doute connu sa légion alors qu'elle possédait encore un nombre considérable d'armures opérationnelles et avait supervisé leur déploiement à plus grande échelle. Corax, qui ne rejoignit sa légion que plus d'un siècle plus tard, n'avait connu que la Ravenguard capable de déployer peu, voire aucune, armure Terminator saturnine, même s'il l'avait souhaité. Au moment de la trahison d'Horus, l'utilisation des armures saturnines et le rôle de leurs serviteurs phoébiens au sein des forces de combat de la Légion avaient décliné, éclipsé par la prédominance des armures Terminator Cataphracti et Tartaros,
plus faciles à produire et à entretenir. Cependant, tous n'avaient pas oublié la puissance potentielle des armures saturnines, et parmi leurs fervents défenseurs figurait le primarque des Salamanders. Vulcan, qui s'efforçait, secrètement, de percer les secrets de la construction et de l'entretien des équipements de type saturnine, pour ne plus avoir besoin de recourir aux forges phoébiennes. Alors qu'Horus menait 4 légions prêtes à trahir l'empereur lors de leur funeste voyage vers le système d'Istvan, Vulcan révéla à l'Imperium l'aboutissement d'un projet mûri pendant des années. Grâce à de subtiles modifications et substitutions apportées à sa construction, le Primarque et ses fils avaient transformé l'armure Terminator saturnine en une armure non seulement réparable, mais également reproductible par le Mechanicum martien. Les légions pouvaient aussi ajouter à leur arsenal le colosse Dreadnought saturnine, prototype des débuts de la Grande Croisade qui n'avait jamais été produit en masse. Vulcan diffusa ce schéma à l'instar d'innombrables autres avant lui, et à l'exception de la 15e, il l'offrit à toutes les légions dans un élan de générosité fraternelle. Le prix de cette erreur, qui allait involontairement offrir le fruit de ses efforts à ces mêmes légions dont Vulcan aurait la tâche de détruire quelques mois plus tard, se paierait par la ruine d'innombrables mondes, chaque légion utilisant, à sa manière, ces nouvelles technologies avec des effets dévastateurs. Comme beaucoup de reliques des guerres d'unification et du début de la Grande Croisade, les Dark Angels possédaient une réserve presque inégalée d'armures Terminator modèle saturnine et de fabrication phoébienne. Ainsi, les Dark Angels étaient encore capables d'en déployer sur les champs de bataille, bien que de manière parcimonieuse, à la veille de l'hérésie d'Horus. Même si à ce moment-là, le nombre d'armures prêtes au combat dans l'arsenal était largement inférieur à celui des armures rendues inutilisables après des années de guerre. Secrète et méfiante, la forge de la première légion passa plus d'1 an à examiner minutieusement les nouveaux modèles de Vulcan avant d'en lancer la production. À ce moment-là, les armures saturnines encore disponibles de la Légion avaient déjà été utilisées contre les traîtres, les redoutables Terminator Naufragia de la Dreadwing ayant brisé les armées des Night Lords sur une 12aine de mondes de la bordure orientale. Bien qu'il ne lui restât plus qu'une poignée d'armures saturnines de fabrication phoébienne à la fin de la Grande Croisade, le soutien des White Scars au projet Librarius leur avait permis de jouer un rôle inhabituel dans les premières phases de prototypage du projet saturnien de Vulcan. En conséquence, la 5e Légion disposait d'un stock raisonnable de ses armures au début de l'hérésie d'Horus, bien que la pernicieuse bataille de Shondax et les tempêtes Warp aient retardé leur utilisation généralisée jusqu'à après la 2e bataille de Prospero. Dans les batailles qui suivirent, les Terminators saturnines devinrent un élément incontournable des assauts de la 5e Légion, téléportés au cœur de leurs ennemis pour semer la destruction et le chaos, les laissant totalement vulnérables à l'approche des éléments mobiles des White Scars. En apparence, l'approche de la 6e Légion envers le projet saturnine de Vulcan semble contradictoire. Gravement malmenés par la sorcellerie des Thousand Suns alors qu'ils poursuivaient leur quasi-annihilation, les Space Wolves étaient peu enclins à adopter une technologie associée, même de manière réprimée, à la pratique psychique, bien que cet état d'épuisement ait également poussé la Légion à saisir tous les avantages possibles alors que l'hérésie d'Horus se déroulait. À la fin de la Grande Croisade, la plupart des armures saturnines de l'époque de l'unification de la 7e Légion étaient cloîtrées dans le temple des serments sur le Phalanx, relique louant les victoires et les sacrifices d'une époque révolue. Presque toutes furent prêtées à la flotte de représailles par Dorn, qui souhaitait réexaminer leur capacité de combat, alors qu'un lot complet de nouvelles armures conçues par Vulcan était commandé à la forge de la Légion afin de renforcer les défenses du système sol. Celles-ci s'intégrèrent rapidement dans les doctrines établies de la Légion,
où l'expertise des Imperial Fist en matière d'assaut par téléportation et leur accès à des vaisseaux équipés de manière appropriée transforma leurs éléments saturnines en une redoutable force de contre-attaque contre les incursions des traîtres dans le segmentum solar. Incapables de contacter le gros de leur légion au début de l'hérésie d'Horus, les garnisons des Blood Angels sur Baal et Canopus lancèrent un essai limité du nouvel équipement de guerre saturnine qui fut rapidement intégré à un effort de réarmement plus large. C'est là que les colosses saturniens de Baal se sont illustrés par leur défense acharnée du monde natal de la Légion au cours des premières années de l'hérésie d'Horus. Et lorsque Sanguinius quitta le soi-disant Imperium Secundus, sa flotte était remplie de guerriers en armure saturnine fraîchement équipés par les forges d'Ultramar. Ces guerriers étaient toutefois d'une autre espèce que leurs lointains cousins, car selon la rumeur, parmi les survivants de Cygnus, le contact avec l'armure saturnine réveillait les ténèbres de ce conflit funeste, un fardeau que peu pouvaient supporter. Malgré sa prédisposition pour les technologies avancées et expérimentales, la Légion des Iron Hands considérait généralement l'armure saturnine comme une relique imprévisible, rendue obsolète par la myriade de modèles de Dreadnought et d'automates présents dans son arsenal. La plupart des armures saturnines de type phoébien de la Légion ont été séquestrées dans les vastes archives de combinaisons modifiées qui ont servi à Ferrus Manus dans ses efforts pour développer de nouvelles armures Terminator. En effet, les similitudes technologiques entre les armures saturnines et plusieurs artefacts conservés dans les voûtes de Mimir ont conduit certains à spéculer que la Légion avait, en secret, mené ses propres recherches sur l'artisanat de Phoébé, loin des regards indiscrets de ses alliés du Mechanicum. Parmi les rangs des Ultramarines, ce sont les instructeurs vétérans des 24 et 25e chapitres Evocati qui possédaient la plus grande expérience dans le maniement de l'armure saturnine, longtemps archivée par la Légion. Lorsque la croisade des ombres s'abattit sur Ultramar, ce sont ces vétérans qui endossèrent les armures fraîchement forgées selon le schéma de Vulcan, leur habileté ayant été cruciale dans plusieurs victoires loyalistes. Toutes les armures phoébiennes restantes de la Légion furent retirées des armeries de Macragge pour être immédiatement remises en état, Guilliman souhaitant que la croisade Gaslak serve de test. Alors que le primarque cherchait à se venger de la façon la plus sanglante des atrocités commises à Kals, ces armures dorées devinrent les symboles vivants de la Légion et de tout ce qui lui avait été enlevé. Au début de l'hérésie d'Horus, les Salamanders détenaient, comme on pouvait s'y attendre, de loin la plus grande quantité d'équipements de guerre saturnine de nouveaux modèles parmi les légions, principalement envoyés avec Vulcan sur Is 25, où ils seraient les seuls exemplaires de ce type à être déployés, et malheureusement, tous exterminés. Parmi les survivants de la Légion, plusieurs cohortes d'artificiers des gardiens du bûcher conservent les premiers prototypes et variantes d'armure saturnine, tandis que la forge de la Légion sur Prometheus avait déjà commencé à fabriquer des lots successifs d'équipements de guerre saturnine, d'abord utilisés par la garnison gardienne de leur monde d'origine, Nocturne, avant d'être utilisés pour mener la campagne de la purge du secteur Invocastus. Même sous le patronage d'Horus Lupercal, lorsque son utilisation était la plus répandue, la 19e Légion évitait largement l'armure saturnine, préférant la mobilité et la subtilité à sa puissance pesante. Les libérateurs faisaient exception à cette règle, ayant accumulé un nombre important de Terminators saturnines au moment de la découverte de Corax, même si la plupart d'entre eux étaient destinés à trouver la mort à la porte 42 ou à être envoyés dans les recoins les plus sombres de la galaxie, ceux qui restèrent virent leurs armures restaurées après le massacre du site d'atterrissage. Et alors que la majeure partie de la capacité de production de la Légion survivante était consacrée à l'équipement des nouvelles recrues avec du matériel de guerre de base, tout porte à croire que les libérateurs sont parvenus à acquérir des armures saturnines et en quantité raisonnable en les dérobant à leurs ennemis renégats.
En tant que relique du début de la Grande Croisade, lorsque la 3e Légion avait surmonté une quasi-extinction et gagné le droit de porter l'Aquila palatine, les armures saturnines étaient vénérées par les Emperor's Children. Cependant, au début de l'hérésie d'Horus, le stock d'armures de la Légion était déclinant. Elles avaient été reléguées à un rôle principalement cérémoniel. Au cours de cette sombre époque, cependant, les Emperor's Children se réjouirent à nouveau de pouvoir utiliser l'armure saturnine, l'apothécarion de la Légion les modifiant à leur guise pour s'approcher d'une perfection que ni les Phoébiens ni Vulcanes n'étaient parvenus à entrevoir. Au lendemain du massacre du site d'atterrissage, Perturabo autorisa une remise à neuf complète du stock d'armure saturnine des Iron Warriors, la Légion ayant autrefois grandement apprécié leur capacité avant que l'attrition de la Grande Croisade ne rende leur utilisation impossible. Considérant avec une certaine consternation la maîtrise supposée de Vulcan en matière d'armure saturnine, le primarque chargea ses fils de concevoir de nouvelles formes à partir des modèles saturnines retravaillés. La 4e Légion fabriqua une quantité considérable d'armure saturnine, parfois modifiée, brutalement améliorée également par Perturabo lui-même. Déjà divisés et excentriques avant leur scission, les Night Lords avaient des opinions très variées sur les nouveaux modèles saturnines de Vulcan. Plusieurs seigneurs de guerre de la 8e Légion demandèrent à leurs forges de lancer la fabrication des nouveaux modèles, rivalisant pour obtenir les premiers lots pour leur propre bande de guerre. D'autres rejetaient complètement ces armures encombrantes, tandis qu'au moins un commandant des Night Lords est connu pour avoir réussi à enrôler le monde forge du Mécanicum Noir, Dulan Huda, dans la fabrication d'une compagnie entière de nouvelles armures saturnines. Ayant longtemps rejeté les armures saturnines d'origine en raison des interactions néfastes entre leur système d'interface unique et les implants crâniens, dites les griffes du boucher, la Légion des World Eaters ne fit initialement que peu d'efforts pour fabriquer le schéma remanié de Vulcan. Cependant, la Légion sombra dans une telle brutalité qu'un culte pervers émergea rapidement, ses membres se réjouissant de la résilience démontrée par le port d'armure saturnine, même si celle-ci amplifiait les effets néfastes des griffes. Une nouvelle armure saturnine fut bientôt mise en service au sein de la Légion dans les années suivantes, attribuée à des cadres spécialisés inducti qui n'avaient pas encore complètement succombé à l'emprise des griffes. Légion privilégiant la puissance de feu mobile par infanterie et comptant un nombre important de Terminators, la Death Guard accordait une grande valeur à ces armures saturnines de fabrication phoébienne, dont le nombre avait inévitablement fortement diminué pendant la Grande Croisade. Ayant accès aux nouveaux modèles de Vulcan, la majeure partie du nouvel équipement de guerre saturnine fabriqué par la 14e Légion fut initialement attribuée à la compagnie de Calas Typhon, qui aurait déployé des efforts considérables pour dissimuler à Mortarion le lien entre ces modèles et le Psy-Arcana afin de faciliter leur distribution à l'ensemble de la Légion. Au moment où le schéma saturnine remanié par Vulcan a été partagé avec l'ensemble des légions, Prospero était en cendres et les forges des Thousand Sons avaient été rayées du registre qui attribuait les schémas de fabrication aux légions. Cependant, un coup du sort avait vu les Thousand Sons intégrés aux premières étapes du développement du projet de Vulcan, et des éléments de la Légion protégée du sac de Prospero allaient plus tard livrer une série de prototypes d'équipements de guerre saturnine à leurs frères dispersés, après avoir maîtrisé de nouvelles disciplines psychiques spécialement adaptées à l'utilisation des armures saturnines. Fort de son autorité en tant que maître de guerre et de son réseau d'agents insurrectionnels, Horus avait pleinement conscience de l'ampleur du projet saturnine de Vulcan,
Même si l'absence d'équipement de guerre saturnine parmi les armées traîtresses à Isstvan V suggère que cette connaissance ne s'étendait pas aux premières reproductions des modèles eux-mêmes. Néanmoins, les ressources appropriées par Horus pour équiper sa légion ont permis à divers éléments du Mechanicum traître et à une forge élargie de la Légion de fournir aux Sons of Horus plusieurs compagnies en armure saturnine dès les premières phases de l'hérésie d'Horus, leur plus grande concentration étant rassemblée sous le commandement du capitaine Justaerin Falcus Kybre. Ayant déjà fait leur premier pas vers une descente rapide dans les royaumes de la démonologie et de la sorcellerie warp au moment du massacre du site d'atterrissage, les Worldbearers auraient d'abord accordé peu d'attention au nouveau modèle saturnine de Vulcan, préférant des moyens plus profanes pour augmenter la puissance de leurs guerriers. Mis à part quelques lots initiaux d'équipements de guerre saturnine, ce n'est qu'avec l'émergence des Fraitus et de leur panoplie saturnine corrompue que la Légion a déployé cette technologie de manière plus généralisée, leur forme devenant de plus en plus monstrueuse à mesure que l'hérésie d'Horus progressait. Parmi les légions renégates, certains des premiers déploiements d'équipements de guerre saturnine après Isstvan V sont attribués à l'Alpha Légion. Bien que, compte tenu de leur nature insidieuse, les archives omettent peut-être des exemples encore plus anciens où l'utilisation d'armure saturnine par la 20e Légion n'a laissé aucun survivant pour en témoigner. Quelle que soit la rapidité avec laquelle les divisions saturnines sont apparues au sein de la Légion, elles ont été utilisées pour semer la terreur et la dévastation, l'onde de choc de leur téléportation annonçant une avalanche de tirs d'armes avant qu'elles ne soient à nouveau téléportées. L'armure saturnine est renée de ses cendres. Plus de 200 ans après son introduction au sein de l'arsenal Astartes, partout dans la galaxie, les immenses guerriers Terminators ont servi de fer de lance dans la guerre menée face à leurs frères, du sable noir d'Isstvan V aux ruines monumentales du palais impérial de Terra. Mais ensuite, qu'est devenue l'armure saturnine ? Cela, les archives impériales ne le disent pas. Telle de nombreuses technologies de l'âge d'or de l'Imperium, elle a certainement sombré dans l'oubli. Le progrès, chassé par l'instabilité galactique et la menace omniprésente d'un ennemi intangible, le chaos, désormais incarné par des anciens frères souillés et perdus à jamais. Et voilà pour cette vidéo lore sur les Saturnines, lore issue du journal Tactica sur les forges de Saturne. Mais ça n'est pas encore fini pour cette vidéo, j'ai encore un petit cadeau, j'avoue, j'ai pas pu m'en empêcher. Oui, je vous ai trollé quelques fois sur Discord, mais j'ai supprimé tous les messages, je vous jure. Souillure mortel loyaliste. Tu ne mérites même pas que je gaspille de mon énergie pour te désintégrer. Bon. Et puis, la flemme de surchauffer et perdre de bébé aussi. Non, commissaire. Hein? C'est qui, Stokar? Traître. Bouge pas. Billy, fais pas de conneries. Il a 6 PV. Je m'en fous. Billy, t'as que un putain de pistolet laser. Il a 2 plus et 6 PV. Oh le con. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo sans interruption pub. Oui, j'ai enlevé les pubs pendant les vidéos. À la place, je me repose plutôt sur le Tipeee pour le financement de cette chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la page Tipeee. Il y a quelques contreparties. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent déjà à Nimb Games et à Nimb 30K. C'est grâce à vous que la chaîne va continuer son petit bonhomme de chemin en 2026. C'était Nimb, à bientôt pour plus de lore, de hobby et de bataille. Ciao!